Bonjour tout le monde, je fais une vidéo quasi directement après celle que j'ai faite dernièrement parce que je me suis emporté dedans et c'est souvent l'énergie émotionnelle qui est reçue plutôt que ce qui est dit. C'est pour ça parfois il faut faire attention et rester le plus possible dans le calme. Mais l'énergie impulsive, en fait, je vais vous expliquer à quoi elle sert parce que parfois elle est néfaste, mais parfois elle est de qualité. Encore une fois, qualité et inconvénient. Et dans le cas où elle est néfaste, c'est parce qu'elle est mal orientée en fait, et elle est dans le mauvais contexte. Si elle est dans le bon contexte et bien orientée, elle peut avoir des effets positifs. Dans le sens où, par exemple, ce qu'on appelle l'emprise, on pourrait faire une analogie en science en disant que l'emprise, c'est la force gravitationnelle. Quand on regarde la force gravitationnelle d'un trou noir, rien ne s'en échappe, même pas la lumière. La lumière, elle fait 300 000 km/s. C'est une énergie d'une puissance même pas descriptible, et pourtant même la lumière ne s'échappe pas d'un trou noir. Alors c'est vous dire la densité, la concentration qu'il y a dans ce truc-là. Et, euh, et en fait, pour faire décoller des fusées de la Terre, ben, on a besoin d'énergie impulsive en fait. Il faut une impulsion, et c'est à ça que servent les réacteurs. Et la fusée, ben, elle peut décoller et aller vers l'espace parce qu'il y a une force qui lutte contre la gravité. Et la force impulsive, c'est toujours cette force qui lutte contre une gravité, en fait. Voilà, donc il faut comprendre. Maintenant que c'est dit, il faut que je sois clair aussi. Je ne hais personne personnellement, en fait. J'ai pas un truc en tête contre quelqu'un personnellement. Euh, Ce que je veux dire, c'est que, comme tout être humain, on a le droit à la légitime défense quand on est oppressé et mis dos au mur. Et je n'exigerai jamais d'une personne qui est mise dos au mur de disparaître pour me faire plaisir. Et donc, je n'accepte pas ça pour moi-même, parce qu'en fait, je me considère comme un être humain, donc je ne me considère pas comme une merde, et c'est pareil pour les autres. Donc, si on me considère comme tel, moi, je reviens avec la force impulsive à mon statut d'être humain. Voilà, c'est tout. Je ne demande pas plus, je ne demande pas qu'on m'idolâtre ou je sais pas quoi, je sais pas ce que les gens se mettent en tête. Ça fait 10 ans, justement, sur cette chaîne de mon journal de bord, que j'essaye de partager des expériences, justement, en tant qu'humain qui voyage, que ce soit un voyage physique ou un voyage métaphysique. Donc, voilà, c'est ça mon but. Après, moi, je j'accepte pas qu'on sabote en fait ce que je fais, parce que moi, je veux bien qu'on prenne, qu'on partage et tout ce que vous voulez, mais pas saboter. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est comme si j'avais rien fait. Et comme j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de ça, bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu dur. Vous comprenez, ce serait votre cas, vous comprendriez, je pense. Donc, mettez-vous à ma place, c'est ça que j'essaye de vous dire. Alors après, j'ai vu que dans les médias, comment dire, le climat monte beaucoup au niveau de la tension par rapport au conflit russo-ukrainien. Et justement, bah, je fais cette vidéo pour essayer de calmer ce qui se passe par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas confondre tous les sujets. Faut pas tout confondre. Hein. Faire des analogies, c'est faire des ponts. C'est pas faire fusionner des états. D'accord? Si vous avez un neurone et un autre neurone, ces neurones sont différents. C'est comme des personnes. Il peut y avoir une relation entre deux personnes, mais ces personnes sont différentes. D'ailleurs, un domaine où on voit très bien cette différence, c'est dans le rap. Par exemple, dans le rap, comme c'est des gens qui ont quand même pas mal souffert, ils ont développé des personnalités, parce que la personnalité, on la développe en tirant la leçon d'une souffrance. Donc, s'ils ont bien tiré des leçons, ben, ils se développent bien. Et c'est pareil pour tout être humain. Hein. Et donc, en fait, ils ont des personnalités différentes, mais qui peuvent être combinées. Donc, il y a des featuring, on appelle ça. Mais on voit bien que c'est marqué, quoi, quand même. Quand quelqu'un a bien travaillé son style, qui a bien travaillé sur lui-même, la personnalité est marquée. Et donc, c'est pareil. Maintenant, les gens sont peut-être pas trop habitués, vu l'uniformité habituelle qu'on leur sert. Mais normalement, ça doit être un peu comme ça, quoi. Et donc, il faut pas confondre tout le monde, il faut pas confondre tous les individus. Par exemple, il y a des gens, ils vont confondre Poutine avec d'autres gens parce qu'il y a des ressemblances d'apparence et tout ça, mais faut pas confondre ce gars-là. Et voilà, ce que j'aimerais rappeler, c'est que voilà, Vladimir Poutine, c'est un chef d'État. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un chef d'État, quoi. Donc, ça veut dire le gars, il a l'armée, il a la police, il a le GIGN et il a des agents secrets à son service, d'accord? Donc, voilà, c'est pas un bête individu lambda ou quoi, et on te le présente de la même façon, donc faut pas vraiment tout mélanger comme ça. Alors, justement, c'est un homme d'État, donc il faut définir ce qu'est un homme d'État. Les hommes d'État, en fait, on appelle ça pater familias. Pater familias, c'est celui qui a le rôle de protéger la famille. Donc, maintenant, il y a une phrase qui dit
l'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres. Effectivement, parce il y a un souci, alors à ce moment-là, ça veut dire que ça devient de la passion, et la passion, c'est de l'extrême, d'accord? Donc la passion des siens, c'est de la haine des autres. Et il faut trouver un juste milieu. Il faut savoir aimer les siens sans forcément haïr les autres. Et donc, il faut aussi savoir reconnaître les torts chez soi, en fait, chez les gens qui nous accompagnent. Et c'est bien de leur dire, etc. Même s'ils sont de mauvaise foi et tout ça, mais alors s'ils sont vraiment de mauvaise foi au point tel, il faut il faut s'éloigner d'eux pour qu'ils comprennent que s'ils veulent récupérer de la relation, ben, ils doivent se remettre en question, parce que c'est l'isolement qui permet la remise en question. Donc vous voyez, c'est ça le schéma classique, c'est genre je recule, comme ça tu te remets en question, et une fois que tu t'es remis en question, ben, on peut recommencer, quoi, en fait. C'est un peu ça, c'est parce que la remise en question, elle vient de l'introspection, et l'introspection, c'est quand on lit en soi-même, quand on est tout le temps porté vers l'extérieur, on ne sait plus lire beaucoup en soi-même. Et c'est notre époque surproductrice qui nous empêche justement de développer notre intellect. Et notre intellect, on l'a beaucoup sous-estimé parce qu'il y a un genre de mépris pour l'ancienneté, pour les ancêtres, pour l'expérience. C'est ça que je déplore, parce que finalement, quand on vieillit, effectivement, physiquement, on n'a plus rien à proposer. Dans une société superficielle, ne plus rien avoir à proposer physiquement, c'est ne plus rien avoir à proposer tout court. C'est pour ça qu'on délaisse les gens âgés. Mais en fait, les gens âgés, ils ont une histoire. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ils ont une histoire. Et ils ont une histoire plus longue, ils ont une expérience plus longue. Et donc, en fait, les personnes âgées, on devrait les recycler, entre guillemets, pour pas utiliser un mot qui parle d'objets, mais je veux dire, on devrait les réintégrer plutôt. Donc là, ça parle plus d'humain. Pour l'enseignement, en fait. Voilà, pour l'expérience, pour le fait qu'ils racontent des histoires. D'ailleurs, avant, on le faisait. On prenait les grands-parents, on les mettait avec les petits, et les grands-parents racontaient des histoires aux petits. Vous voyez l'effet que ça fait. Et c'est ça qui a permis le progrès de l'humanité. Et si on progresse plus aujourd'hui, ben, c'est justement à cause de cette idée que la vieillesse, ça sert à rien, en fait. Et puis après, c'est la jeunesse qui sert à rien, et puis après, plus rien sert à rien. Donc, bon, là, je pense que c'est pas très bon. Alors, je vais continuer sur le conflit russo-ukrainien. On va partir du début. Pour ça, je fais juste une petite pause et je reviens après. Bon, faut bien comprendre que entre les États-Unis et la Russie, c'est une longue histoire conflictuelle, et donc il faut démarrer de là. Mais les États-Unis, c'est un pays qui est quand même pas très âgé. C'est un pays nouveau, hein, contrairement à ce qu'on croit. Il s'est pas formé il y a 10 000 ans, quoi. Et la Russie, elle est un peu plus vieille, hein. Donc la Russie, elle a une histoire plus longue. Et ça, il faut bien comprendre aussi. Ça joue beaucoup dans les enjeux politiques. Et mais il faudrait remonter trop loin si je commence à parler de ça. Euh, on va remonter vraiment au conflit le plus grave, en fait. Le conflit le plus grave qu'il y a eu, ben, c'est la crise cubaine, en fait. Voilà, Cuba voulait son indépendance et arrêter d'être sous emprise américaine parce qu'ils étaient mis dans la pauvreté. Vous pouvez regarder en Amérique du Sud, les favelas, ben, Cuba était dans cet état-là. Donc imaginez, nous, on a quand même la sécurité sociale, voilà, on a quand même encore le partage, les soins et tout. On a quand même un État, même s'il est en train de sombrer petit à petit, qui relativement nous protège, quoi. Et donc, voilà, en Amérique du Sud et de ça, c'est plus le cas. Ils ont plus de structure, plus rien. Donc c'est la jungle, en fait. Et dans la jungle, ben, on s'en sort comme on peut et tout. Le truc, c'est que voilà, il y a des esprits comme Guevara et Castro qui sont issus de milieux moins pauvres et donc plus éduqués. Ça, on ne le dit pas souvent, hein, mais Guevara et Castro, c'est des gens qui viennent de milieux éduqués, hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup sponsorisé la médecine à Cuba, parce qu'ils étaient médecins aussi de base. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont battus pour leur indépendance. Évidemment, les États-Unis ne voulaient pas du tout que Cuba soit indépendante. Pourquoi? Ben, regardez sur une carte, regardez où se situe Cuba et regardez où se situent les États-Unis. Crise de paranoïa directe des États-Unis, quoi. Dit crise de paranoïa directe, manque de contrôle sur quelque chose de proche. Voilà, c'est voilà, terminé. Donc, ils ont fait une crise de paranoïa, ils ont envoyé tous leurs agents à Cuba pour essayer de tout niquer, et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, ben, c'est que Cuba a très très bien résisté, très bien sur le long terme. Et, euh, et en fait, les Russes, ils ont profité de ça, en fait, puisqu'il y avait le conflit russo-américain. Et les Russes, ils sont arrivés à Cuba. Et en fait, ils voulaient mettre des missiles nucléaires en direction des États-Unis, vous voyez. Ouais, désolé, j'ai dû bouger, il y avait un groupe de gens qui arrivaient, donc je continue. Donc, c'était la crise cubaine qui
qui a été grave entre les États-Unis et la Russie. Donc, comme je dis, les Russes ont fait amener des missiles nucléaires. Et en fait, à ce moment-là, c'était John Fitzgerald Kennedy qui était président. Moi, personnellement, Kennedy, je trouve qu'il est fort sous-estimé historiquement parce que, par exemple, on met sur un piédestal Lincoln, mais je trouve que Kennedy, c'était quand même un président très fort, hein, parce que ce qu'il a fait là, surtout sur ce coup-là, c'était extraordinaire au niveau de la diplomatie, extraordinaire, et on devrait prendre exemple à notre époque. Pourquoi? Parce que c'était Khrouchtchev en Russie qui était le chef, et en fait, on le voit dans Stalingrad, c'est un chef de Staline, c'est un officier de Staline, donc voilà, et on voit bien c'est dur quoi dans le film et tout, donc on se dit si c'était un personnage comme ça dans la réalité, quand il a décidé de faire venir les missiles nucléaires à Cuba pour menacer les États-Unis, je peux vous assurer que les généraux du Patagone et la NSA, la CIA et tout ça, ils étaient en alerte rouge, rouge, quoi. Donc c'était terrible, ils étaient tous très anxieux, très tendus, ils dormaient pas et tout ça. Donc normal en même temps, hein, c'est des grands enjeux, c'est vraiment c'est un peu comme des cataclysmes, genre une éruption volcanique ou un tsunami ou un méga tremblement de terre ou un astéroïde qui va venir se cracher. Enfin bref, c'est des méga états d'urgence. Hein. Il faut bien comprendre que voilà, c'est pas on joue pas au flippo quoi. Donc il faut bien comprendre. Alors justement, c'est là où les meilleurs hommes font la différence et se démarquent, c'est leur capacité à garder ce niveau de diplomatie dans cet état de tension. Alors Kennedy, bah, il a réussi à convaincre Khrouchtchev et les Russes ils ont repris leurs missiles, ils sont rentrés en Russie les gars. Voilà ce qui s'est passé. Alors effectivement, Cuba, bah, elle voulait son indépendance et ce qu'elle a fait intelligemment, ça c'est l'intelligence des indépendantistes, c'est que il y avait deux impérialismes, il y a deux grands fronts. On l'a vu avec le mur de Berlin d'ailleurs. Bah, c'est le grand front de l'Ouest, c'est le grand front de l'Est. Et quand, comme Cuba voulait s'anarchiser du grand front de l'Ouest, il fallait qu'il se trouve un allié qui se trouvait à l'Est, et c'était la Russie. Et comme vous pouvez le constater, ça nous rappelle quelque chose qui est en train de se passer, mais dans l'autre sens. Alors évidemment, l'Ukraine qui veut s'anarchiser, bah, elle se retrouve dans le même état que Cuba, au final. Parce qu'elle elle a un empire qui veut pas avoir un pays hors de son joug, tout près de lui, quoi. Et donc, les Russes, actuellement, je pense qu'ils sont un peu dans le même état qu'étaient les États-Unis quand Cuba a voulu son indépendance. Et je pense qu'il faut retrouver la même solution, en fait. La seule solution à ce problème, c'est que les Américains sachent faire demi-tour comme les Russes l'ont fait. Ils l'ont fait dans le passé. Donc si c'est une vengeance à long terme actuellement, n'oubliez pas quand même que les Russes ont fait demi-tour. Ils auraient très bien pu placer leurs missiles à Cuba. C'était voilà, Cuba, ils étaient d'accord. Castro, il était d'accord. Donc voilà, ils étaient positionnés en direction des États-Unis. Et là, c'était vraiment la grosse menace, quoi. Donc je pense qu'il faut trouver un accord de neutralité et faire une Ukraine indépendante. Voilà, c'est tout. C'est la seule solution. Comme Cuba est indépendante, même si Cuba est sous embargo, Cuba s'est quand même bien débrouillé, elle a développé son éducation, sa médecine. Maintenant, les embargos, voilà, ça touche quand même fort l'alimentation généralement et les produits d'entrepreneuriat. C'est-à-dire tout le mobilier, tout le ménager, tout ça. Donc voilà, ça touche tous ces domaines-là. Donc c'est des gens qui doivent se priver beaucoup à ce niveau-là, mais ils ont l'essentiel. Voilà, et ils ont leur liberté, parce que ça aussi c'est essentiel. Parce que parfois vous avez des produits, mais vous êtes un esclave. Imaginez, vous vivez dans une cave, ouais, super, vous avez droit à tous les produits de supermarché, mais vous vivez dans une cave. Donc je sais pas c'est quoi le meilleur. Vous pouvez manquer un peu de nourriture, mais vous voyez, dans la nature, enfin là je suis pas vraiment dans la nature, même s'il y a des bois un peu plus loin. Mais je veux dire, parfois, le sentiment de liberté, il vaut beaucoup plus cher quand on est très oppressé que certains produits superflus. C'est ça que je veux dire. Et Cuba, ils ont considéré ça. Donc, faut bien remettre le contexte. Et ils vivaient pas comme nous ici à Cuba. À Cuba, ils vivaient dans la misère, comme l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette révolte aussi. Hein. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Alors moi, c'est ça que je dis. Je dis, il faut remettre ça à l'ordre du jour. Et je pense que c'est la neutralité. Je pense qu'il n'y a que cette solution-là. Vraiment, parce que je pense que
la Russie va pas accepter cette oppression permanente et surtout cette communication malsaine et malfaisante, parce que ça, c'est très mauvais de faire ça. Ah oui, ça, il faut que je le dise aussi. C'est important. Il faut bien comprendre, comme je l'ai dit, que Vladimir Poutine, c'est un homme d'État, donc comment dire, on lui projette des attentions qu'il n'a pas. Moi, je pense pas que Poutine, ce soit un impérialiste. De ce que j'analyse de sa personnalité, ou alors il cache vraiment très bien son jeu, mais je pense pas. Moi, je pense que, comme il l'a dit, en fait, il l'avait dit dans un discours il y a longtemps, c'est un peu comme un ours. Un ours, il peut aller cueillir ses baies, manger du miel, ou alors l'ours, il peut attaquer des autres animaux. Effectivement, quand l'ours attaque un autre animal, ben, c'est pas bien. Maintenant, s'il reste dans son coin et qu'il mange ses baies et son miel, voilà, tranquille, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit la Russie, elle a assez de ressources, en fait, pour elle-même. Il dit la Russie, elle n'a pas besoin d'aller attaquer d'autres colonisés pour aller prendre leurs ressources et tout ça. Donc la Russie, elle est autosuffisante et donc elle n'a pas d'optique coloniale. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que les autres prétendent que la Russie a une optique coloniale parce qu'en fait, les autres veulent les ressources de la Russie, en fait, gratuitement. Ils veulent prendre la Russie pour avoir les ressources et les revendre, en fait. Et donc, ils font semblant que c'est la Russie qui veut attaquer pour pouvoir attaquer la Russie et prendre les ressources, comme ils l'auraient déjà fait dans d'autres pays dans le monde par le passé, en prétextant apporter la démocratie. Donc, en gros, c'est ça que soupçonne Poutine, des intentions qui sont formulées envers la Russie. Et comme je vous l'ai dit, c'est un pater familias, donc lui protège des citoyens russes, et d'ailleurs, il est très majoritaire pour ça. Et, ils ont confiance en lui, quoi. Donc, voilà, donc c'est ça qui est tendu, parce que les Russes, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, c'est une des armées les plus fortes du monde. Donc quand on a ça sur le dos, ben voilà, tu vois, c'est pas pareil que d'avoir, je sais pas moi, l'armée du Liechtenstein aux fesses, c'est pas pareil, quoi. Vous voyez, donc les gens, ils mesurent pas vraiment les degrés de différence, en fait. J'ai l'impression, les degrés d'intensité, les degrés de pouvoir, les degrés de possibilité. Enfin bref, faut mesurer tout ça quand on fait de la politique, parce que sinon on fait nawak, hein. C'est pareil pour la science, d'ailleurs. Quand on fait des objets scientifiques, il faut mesurer tout ça aussi. C'est comme ça qu'on sécurise. Voilà, pour avoir la liberté c'est le droit. Il faut le devoir c'est la sécurité. Donc, il faut sécuriser les paramètres. Une fois qu'ils sont sécurisés, on a le droit à la liberté. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ouais, la Russie ne lâchera pas. Elle voudra pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN, en fait. Voilà, elle voudra jamais. Comme les États-Unis n'auraient jamais accepté que Cuba soit russe, en fait. Donc, voilà. Cuba n'est pas russe, Cuba est indépendante. Donc, c'est la seule solution qui a été trouvée entre Kennedy et Khrouchtchev. D'ailleurs, Kennedy, il n'était pas d'accord pour la guerre au Vietnam. Et voilà, donc... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Kennedy il s'est fait assassiner par les CIA, en fait, parce que les CIA étaient des gros paranos, comme on le voit dans le film USS Alabama. Alors ça, je vais vous résumer des films de guerre, c'est très intéressant, ça, les films de guerre, pour comprendre les situations aussi. Donc, il y a deux films de guerre, c'est The Rock et USS Alabama. Je vais commencer par USS Alabama. Si vous voulez, il y a Gene Hackman et Denzel Washington. Gene Hackman, il fait le commandant premier, Denzel Washington, il fait le commandant en second, de sous-marin nucléaire. Voilà, là on rigole pas non plus, c'est pas les flippos non plus. Donc, à un moment donné, Gene Hackman il reçoit un message de sa hiérarchie qui dit les Russes ont envoyé des centaines de missiles d'un coup, voilà, des missiles nucléaires pour défoncer les États-Unis. Et donc lui il reçoit ce message-là et il se dit ben, il faut répliquer, quoi. Donc lui il est prêt à envoyer des missiles sur la Russie, quoi. Et Denzel Washington il dit mais il faut quand même genre mettre des barrières de sécurité. On peut pas être simplement dans la réaction impulsive comme ça, sans qu'il y ait de... En fait, il veut faire respecter la présomption d'innocence, si vous voulez, dans le système de sa justice mentale, quoi. Et pour Gene Hackman, il n'y a pas de présomption d'innocence. Les Russes sont des pourris, donc forcément ils ont attaqué, donc c'est sûr et certain qu'ils ont attaqué, donc ils sont méchants, et mauvais, blabla. Et donc il veut absolument répliquer par la force nucléaire. Mais vous vous rendez bien compte de ce que c'est la force nucléaire. Quelqu'un qui a une conscience, il peut jamais faire une chose pareille. Il y a que les tarés qui se disent je vais le faire. Pas la menace de dissuasion, hein. Ça c'est différent. Mais dire je vais le faire carrément maintenant, alors qu'il y a rien eu qui fait que tu dois le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de menace existentielle, c'est ça que je veux dire. Et donc là où pour le coup, il croit qu'il y a une menace existentielle, donc il réagit. Et en fait, il va y avoir une mutinerie carrément, parce que Denzel Washington, il va vraiment pas être d'accord. Il dit, mais vous avez créé un holocauste nucléaire, c'est la fin du monde, les gars.
c'est la fin du monde. Donc, on va pas provoquer la fin du monde avec un soupçon de culpabilité. Donc, et il essaye d'expliquer ça et il ne veut rien entendre à Gene Hackman. Donc il y a une mutinerie, Denzel Washington prend le commandement avec des hommes qui se sont anarchisés avec lui, et puis finalement il y a une remutinerie, et c'est le commandant Gene Hackman qui reprend les commandes, et au final ils se tiennent tous en joue carrément, et ils attendent en fait, parce qu'il dit, bon d'accord, on va faire comme vous dites, on va attendre la confirmation de l'ordre, parce qu'il faut une confirmation, et en fait c'est parce que parfois... il y a des terroristes qui peuvent hacker les lignes, ok? Donc il y en a qui ont intérêt à ce que le monde soit pété parce qu'ils sont suicidaires, et donc ils peuvent hacker une ligne et faire croire que les États-Unis attaquent les Russes, ou que les Russes attaquent les États-Unis pour provoquer ça justement. Donc c'est pour ça qu'il faut une confirmation d'ordre, parce qu'imaginez, il y a juste un hackage et puis la personne provoque ce qu'elle veut sans qu'il y ait de barrière de sécurité. Donc c'est ça que dit ce film-là en fait. Et en fait, il y a confirmation de l'ordre. De manière négative, l'ordre est affirmé, c'est-à-dire que c'était une fausse alerte, que c'était une mauvaise programmation dans l'envoi des messages ou quelque chose comme ça. Et ben voilà, finalement, il passe en cour martiale et en fait, Gene Hackman est forcé de prendre sa retraite parce qu'il délire, il a des problèmes de parano, donc on lui fait une retraite anticipée. Et Denzel Washington, il est promu, mais avec une réprimande parce que on peut soupçonner qu'il ait une attitude de traître puisqu'il n'a pas suivi son camp dans l'assaut, mais en fait, il a fait comme Kennedy, il a protégé son camp en sachant être dans la négociation. Et en fait, les parano, ils ne voient jamais cette victoire-là, en fait. Ils ne voient jamais la victoire par la négociation. Ils ne voient jamais qu'ils peuvent protéger les leurs sans forcément se battre. Parfois, il faut se battre, hein. Parfois, il faut le faire. Mais parfois, c'est pas nécessaire. Il faut mesurer le bénéfice et le risque. Et là, clairement, il n'y a pas de bénéfice à la fin du monde. Il y a zéro bénéfice pour personne à la fin du monde. Donc, la balance bénéfice-risque, elle est toute pliée. Il n'y a que du risque à 2000% et il y a zéro bénéfice. Donc, on ne va pas dans cette direction. C'est ridicule de faire ça. Donc voilà, ça c'est pour USS Alabama. The Rock maintenant. The Rock, c'est un film où on voit un ancien agent britannique qui a été condamné à perpétuité parce qu'en fait il savait trop de choses, en fait il savait trop de choses sur la politique justement et tout ça. Donc c'était un agent ouais, un agent britannique comme je l'ai dit, et il se fait enfermer par le directeur du FBI. Il prend perpète, quoi. Ça fait 30 ans qu'il est en prison et tout ça, et on vient le rechercher. Alors pourquoi on vient le rechercher? Parce qu'il s'est évadé de la prison d'Alcatraz. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le général Hummel, qui a fait le Vietnam et l'Irak, il va être dégoûté du traitement qu'on fait des soldats, en fait, que les politiciens américains font des soldats. Ils les ont laissés crever au Vietnam. Donc il y a le film Rambo sur ça. Rambo, c'est le dégoût de laisser crever les soldats au Vietnam qui vont se battre pour les autres. Donc Rambo, il revient, il pète un câble sur un politicien, on voit bien. Et donc ça c'est pour Rambo, mais vite fait. Et puis dans The Rock, bah, c'est à peu près le même état d'esprit, c'est-à-dire que le général Hummel, bah, c'était voilà, même à un moment on voit un gars du FBI, enfin un gars de bureau, je sais pas si c'est le FBI ou une autre agence ou quoi, mais ils sont tous réunis avec les généraux du Patagone et de ça, parce que en fait Hummel il a pris une section armée et il a attaqué comment on appelle ça, un arsenal, ouais voilà, enfin bref. Il a pris des missiles à gaz VX et il s'est planqué sur Alcatraz en fait. Et il a pris des otages, c'est-à-dire il y avait des visiteurs d'Alcatraz parce que l'île a été fermée par Kennedy justement, par Kennedy, parce que c'était immonde comme prison. Et donc voilà, c'est devenu un lieu touristique. Et même justement l'agent britannique il dit c'est devenu un lieu touristique, alors que lui il a dû s'évader quand c'était l'enfer. Et donc il prend en otage les gens qui sont touristes, et puis il poste tous ses soldats voilà, sur l'île, et il oriente ses missiles vers San Francisco. Et donc c'est une prise d'otage, etc. Donc, et même en survol aérien, voilà, il peut tirer à tout moment, donc on peut pas faire ça. Enfin voilà, et donc le directeur du FBI est appelé, et le directeur du FBI, c'est lui qui a mis l'agent britannique en prison, donc c'est pour ça qu'ils vont le chercher. D'ailleurs, il fait une fête avec ça, il dit j'ai passé 30 ans en prison, vous voulez que je devienne président? Enfin, il fait allusion à Mandela, quoi. Mais en fait, non, on a besoin de lui pour avoir les plans d'Alcatraz, en fait, puisqu'il s'est évadé. Donc, c'est pour re-rentrer avec une section et prendre par surprise bah, les soldats qui sont sur Alcatraz, quoi, sans qu'ils tirent de missiles et sans que les otages soient tués. Et on va appeler aussi Nicolas Cage
pour faire cette mission. Enfin bref, c'est pas ça l'important, je ne vais pas raconter tout le film, mais en gros, Hummel, c'était un méga soldat. D'ailleurs, justement, le gars de bureau, il dit médaille du mérite, médaille d'honneur, médaille. Il dit bordel, mais ce gars est un héros, en fait. Et il y a des généraux du Patagone qui dit légende vivante serait un terme plus approprié. Et donc, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que il voulait bluffer, en fait, Hummel. Il a quand même du cœur. C'est un soldat, il peut être dur, mais c'est un soldat qui a du cœur. Par contre, il y a des mercenaires, et eux, ils se rapprochent plus du terrorisme, et eux, ils n'ont pas de cœur. Eux, voilà. Et donc, il y a des gars comme ça dans son escouade. Donc, quand il décide d'arrêter le bluff, parce qu'à un moment donné, il lance un missile à gaz VX en direction d'un stade de foot. Donc, il y a 50 à 100 000 personnes dans un stade de foot. Et ce truc-là, il va tuer tout le monde. Et en fait, au moment où le missile va arriver, il tape sur son ordi et il dévie la trajectoire du missile et il va dans la flotte. Alors, il y a le capitaine qui vient et il dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, à un moment donné, le capitaine, il pète un plomb, justement, ce mercenaire-là, et il dit ah, ils nous prennent pour des incompétents et maintenant, ils croient qu'on n'a pas de couilles, les fédéraux, qui fait comme ça. Et puis après, justement, le général, et c'est une réplique que j'ai reprise, ça j'avoue, c'est un truc que j'ai repris, ça vient de ce film-là, il dit « Reprenez-vous, capitaine ». Parce que le gars, il pète un plomb, il voulait absolument envoyer son missile sur 50 000 civils, quoi. Donc lui, il dit « Mais c'est hors de question ». Il dit « Vous croyez que je suis un monstre, quoi? Vous croyez que j'ai perdu la raison, quoi ?» Et en fait, ouais, les autres, ils l'ont perdu, les mercenaires, ouais, en tout cas, ouais. Et c'est ça que j'aimerais dire par rapport à ce qui se passe avec la Russie. Les gens, ils croient que c'est Poutine qui perd la raison. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire avec vos, comment dire, avec vos restrictions commerciales, c'est ce qu'il faut pas faire du tout. Parce qu'en fait, ceux qui sont dans le commerce, il y a le commerce légal et illégal. Donc, il faut savoir qu'il y a la mafia dans le commerce. Et donc, c'est eux que vous êtes en train de punir. Et ça, c'est très dangereux parce que Poutine, c'est un homme d'État, donc il a une morale. Donc, il va essayer comment dire, de gérer la situation en faisant le moins de dégâts possible sur des innocents. Par contre, les mafieux, ils en ont rien à foutre, on doit vous le dire. Donc, eux, ils ont aucun scrupule, aucune pitié, ils sont pas construits de la même façon. Et en fait, si vous voulez, Poutine, c'est un genre de lien entre la société civile et ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, ils respectent des mecs comme Poutine, parce que c'est quand même un dur, Poutine. Donc, voilà. Donc, ils le respectent quand même. Par contre, ils respectent pas du tout les gens de la société civile, ils en ont rien à foutre. Donc, les sanctions qu'on est en train de faire, ça, par contre, ça peut être chaud pour après parce qu'ils pourraient se venger, quoi. Donc, ils pourraient envoyer des gens en Europe et tout ça. Enfin, voilà. Et donc, les sanctions commerciales, c'est vraiment pas une bonne idée. Surtout qu'en plus, ils croient que ça va diviser la Russie et au contraire, ça la renforce. Donc, ces gens-là, ils ont encore plus la haine et ils demandent l'autorisation à Poutine de pouvoir intervenir. Et voilà. Donc c'est tendu, quoi. C'est un peu comme s'il y avait le négociateur et puis derrière il y a les hommes en cagoule et en armes lourdes, quoi. Donc voilà, et le négociateur c'est Poutine. Donc et c'est pareil ici, hein. C'est pareil ici. Il y a des gens comme ça ici aussi, hein, qui partent là-bas. Hein. Donc c'est ça qui est tendu. C'est ces gens-là qu'il faut retenir, vraiment. C'est ces gens-là qui sont inhumains et qui vont faire des crasses. Donc eux, il faut les retenir. Et pour que ces gens-là ne profitent pas de cette situation, il faut justement arriver à un accord de paix comme il y a eu entre Kennedy et Khrouchtchev. Je pense que voilà, mais maintenant, je sais pas si Biden a l'étoffe de Kennedy, je pense pas du tout. Hein. Voilà, donc est-ce qu'il y a un diplomate qui sera à la hauteur? J'en sais rien pour parler à Poutine, j'espère bien. Sinon, la solution ne viendra pas, les gars, ça va durer longtemps et ça va se passer comme à Cuba, ça va être très long, très douloureux, ça sert à rien. Donc voilà, moi c'est ça que j'avais à dire. Et par rapport aux autres tensions et tout ça. Voilà, je pense qu'il faut revenir à de l'empathie, parce que c'est grâce à l'empathie, moi personnellement, c'est en me projetant dans chaque personne que j'arrive à comprendre ce genre de situation. Donc j'essaye de faire aller mon empathie. Mais si j'ai pas d'empathie, je vais prendre une info extérieure, la première qui vient, je vais dire ah c'est lui le méchant. Puis après j'ai une autre info qui vient, puis je dis ah non en fait c'est lui le méchant. Puis encore une autre, puis je dis putain ils sont tous les deux méchants. Ah non en fait ils sont tous les deux gentils. Putain je sais plus. Tu vois. Donc ça part comme ça les gars. Donc il faut se recentrer sur soi, bien se calmer, regarder la situation. Et voilà. Donc j'ai terminé la vidéo, je vous laisse passer une bonne soirée.